Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario donde tratamos de entender algunos de los temas más relevantes que van a estar en discusión durante el proceso constituyente chileno. Hemos tenido reuniones sobre temas de crecimiento económico, sobre temas del estado de bienestar que queremos construir. Y hoy día vamos a discutir un tema que es como transversal tanto al crecimiento como al problema del estado de bienestar, los derechos sociales, que tiene que ver con la desigualdad. Y para ello, nada mejor que invitar primero a un gran amigo, a un ex profesor, pero además a uno de los mayores expertos mundiales en temas de desigualdad como François Bourguignon. Eh, con François vamos a hablar en francés. Lo voy a introducir primero en español, en realidad, pero vamos a hablar en francés y ustedes pueden elegir abajito en la pantalla el idioma en el cual quieren oír la conversación. Puede ser en español, hay traducción simultánea. François, para quienes no lo conozcan, es un destacadísimo economista francés que sacó su doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá. Pero una parte que vamos a partir comenzando hablando tiene que ver con una parte de su pasado, porque él hizo su tesis, o una parte de su tesis, en Chile, en los años, ya le preguntaremos qué años fueron para no equivocarnos. eh, y ha tenido una carrera destacadísima en la Academia Francesa. Llegó a tener además cargos a nivel internacional importantes, fue el economista jefe del Banco Mundial, ¿ah? Y después ha sido uno de los fundadores de la Paris School of Economics, la École d'Économie de París. Entonces estamos en presencia de uno de los grandes expertos a nivel mundial del tema de las desigualdades. Entonces ahora me cambio al francés. François, merci beaucoup de ta compagnie aujourd'hui. Et on est vraiment très heureux et très honoré de pouvoir parler avec toi de cet important sujet qui va certainement influencer le débat de la Convention constitutionnelle chilienne. Écoute, merci Ça beaucoup va, la pour connexion, si? l'invitation. C'est un plaisir d'être en discussion à propos de cette importante élection, de cet important événement pour le Chili qu'est cette assemblée constituante. Donc, merci encore et puis à ta disposition. François, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était ton séjour au Chili dans les années 70, fin 60, début 70, je pense, pour faire ta thèse? Qu'est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu te souviens du Chili de l'époque? C'était pas pour faire ma thèse, c'était dans le cadre, on avait en France encore à l'époque service militaire et on pouvait, dans certains cas, opter pour ce qu'on appelait la coopération technique. Et c'est à ce titre-là que j'ai été envoyé comme expert, alors que je sortais de l'école de statistique et j'avais un- un master en mathématiques et je sortais de l'école de statistique de Paris. Et j'ai été envoyé comme expert et j'étais dans le centre d'études statistiques mathématiques, ça s'appelle le CEDEM, à l'Université du Chili. Et là, Mhm. on m'a demandé de travailler sur une étude qui se trouve être l'une des premières études sur la distribution des revenus au Chili. C'était ma première publication et c'était une étude qui était basée sur les registres de sécurité sociale au Chili. Ah, Donc, parfait. je crois que ça a Mhm. dû être une des premières études de distribution dans lesquelles on parle de Gini et toutes ces choses-là. Et Est-ce j'ai que, un formidable souvenir. J'étais là-bas en 68-69 et je suis parti en 70, en fait, juste au moment juste avant l'élection de Allende. Ensuite, mes amis chiliens qui étaient dans leur grande majorité dans le gouvernement ou proche du gouvernement m'avaient demandé de revenir, ce que je m'étais engagé à faire après avoir terminé un PhD en économie au Canada, comme tu l'as dit.
Et puis, le coup est arrivé et donc, ça a C'est rapide. été quelque chose qui n'a pas été possible. Donc, voilà mon aventure avec le Chili, mais j'en garde un souvenir ému. Et chaque fois que je suis retourné au Chili depuis, ça a été toujours avec un grand bonheur. Je trouve que c'est un pays formidable. J'ai adoré la discussion. J'adore toujours la discussion qu'on peut avoir avec les Chiliens. Donc voilà, une partie de mon cœur est restée au Chili. Merci. Et donc, on va profiter de cet amour que tu as pour le pays pour pouvoir justement et- et comprendre un petit peu mieux les problèmes distributifs chiliens. Est-ce que tu, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu te souviens de ces premières études que tu as fait sur le Chili? Et tu étais un peu frappé par les inégalités Je dois dire, je m'en chiliennes à souviens, l'époque ou non? je m'en souviens très mal parce que, et en plus, maintenant je regarde cette étude, ce dont je me souviens de cette étude avec le recul, il est évident que c'était quelque chose qui était très biaisé dans la mesure où, en travaillant sur les registres de sécurité sociale, on avait seulement une partie de la population. On avait, disons, grosso modo, la partie formelle de la population, de l'emploi formel dans la population. Et on avait de l'information qui était individuelle. On n'avait pas d'informations sur les ménages, donc on ne connaissait pas la taille des familles, le nombre d'enfants. Donc, par rapport à ce qu'on est capable de faire avec des aides auprès des ménages traditionnels qui ont démarré en Amérique latine un peu plus tard. Hein. Ça a démarré plutôt vers le milieu des années 70, hein, que ce soit au Brésil, en Colombie, au Venezuela, c'était parmi les premiers, et c'était au milieu des années 70. Ce que l'on pouvait faire avec ces enquêtes auprès des ménages était sans comparaison pour pouvoir apprécier l'inégalité. Donc, c'était plutôt une sorte d'exercice statistique sur la base de données qui était disponible à l'époque. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'inégalités par rapport à d'autres pays? La réponse est oui. Mais encore une fois, mes souvenirs sont trop lointains pour pouvoir répondre avec précision. Et j'ai recherché ce document original il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est il y a très très longtemps. Donc, je suis désolé. Peut-être que ça, il y a dans des archives quelque part, on peut le retrouver, mais ça n'est pas Bah, suffisamment sûrement s'il présent est en mémoire. publié, on peut le retrouver sûrement s'il a été publié quelque part. Il a été publié où? On va chercher en fait. Non, Tu te ça souviens? faisait partie, c'était une sorte de cahier je pense que ça doit être les cahiers à l'Université du Chili. Il devait y avoir une collection de À documents l'université. Ok. et c'était un document de travail Bon, lumineux qui a été publié, qui a circulé à l'université. bon. C'est à moi donc d'essayer de le trouver, hein. Et Voilà, alors, exactement. François, bon, je vais essayer de le voir. Et donc, les problèmes des inégalités, c'est un problème mondial aujourd'hui. Le Chili, il y a ses propres inégalités à lui. Et quand mesuré par des coefficients de Gini traditionnels, il y a eu quelques amélioремents depuis 10 ans, 15, qui disons que c'était assez répandu apparemment dans le continent, au moins Nora Lustig, dans les calculs faits dans l'Amérique latine, elle montre une certaine amélioration un peu partout, probablement liée justement à l'essor des prix de commodities qui était, euh, qui était assez commun pendant les 10 ou 15 dernières années. Et, mais il ne reste pas moins que de toute façon, le niveau de inégalités, c'est très élevé. Normalement, ces mesures d'inégalité, comme tu le sais bien, se fait avec des enquêtes et les enquêtes sous-estiment toute la participation de revenus, de très hauts revenus. Donc, on ne sait pas très bien quelle est la vraie distribution. Il y a sûrement une sous-estimation.
Donc, il y a une certaine amélioration, mais dans des niveaux qui sont toujours très, très élevés. Mais il y a aussi des inégalités non monétaires, comme je t'avais écrit dans un courrier, dans la circonscription dans laquelle je suis, c'est des inégalités qui sont très importantes. Par exemple, dans les domaines de la santé, des hôpitaux de taille moyenne pour une population qui est très large. C'est la deuxième circonscription la plus large au Chili. C'est 1,4 million de personnes. C'est une taille énorme pour une circonscription électorale. Il n'y a pas de métro. Bon, il y a un métro dans la partie qui va jusqu'une de 5 communes, mais la plupart de la population n'arrive pas à avoir une connexion à la ville assez efficace. Tu sais, Santiago, c'est une ville assez large, c'est très grand. Et il y a peu de stations de police, même si c'est un contexte de, où la criminalité, c'est pas petite. Il y a certains quartiers où il y a des taux d'homicide qui sont parmi les plus importants au Chili. Il y a des manques d'air vert, des parcs qui est très important. Et la surpopulation dans les maisons, le hacinamiento, je ne sais pas très bien comment on traduit ça, c'est aussi très important. C'est l'une des communes dans le Chili où il y a plus de surpopulation. Donc, ça, c'est un petit peu et en même temps, dans la qualité, par exemple, des écoles, de services de santé différents des hôpitaux, les SAMU français, se sont beaucoup améliorés les dernières années. Et tout l'accès à l'eau potable s'est amélioré. Il y a eu donc des améliorations importantes, mais il ne reste pas moins que les gens souffrent surtout ce qui lui manque. Hein. Ils ne se plaignent pas ou ils ne se félicitent pas pour les choses dont ils sont contents, mais il y a certainement des choses très importantes qui lui manquent, qui sont très importantes pour la vie courante. Et donc, voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau des inégalités. Très brièvement, dans 3 minutes, on ne peut pas trop dire, mais pour te faire une sorte de petite image, c'est un peu comme ça. Et, alors, et, je pense que ce qui serait intéressant, c'est justement de profiter de ton expérience, ta vision globale des problèmes de inégalité pour que tu puisses nous mettre ces considérations-là dans un contexte plus large. Et, et donc, la première question, pourquoi penses-tu qu'il y a des inégalités si persistantes? Parce que à l'époque que tu étais au Chili, il y avait au moins 40% de la population qui était rurale, donc qui c'était partie du secteur informel. Donc, c'était sûrement un pays très inégalitaire, mesuré comme tu le veux, et ça continue aujourd'hui de façon différente. Il y a donc une certaine rigidité des inégalités. Qu'est-ce que tu penses que c'est les raisons pour cette persistance des inégalités? Ok, écoute, merci pour cette introduction et ce tour d'horizon. Sur cette question de la persistance, alors peut-être que le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que, et surtout s'agissant du Chili, c'est que tu dis il y a une petite diminution de l'inégalité sur les 10 ou 15 dernières années. Je n'appellerais pas la diminution qui a eu lieu une petite diminution. Dans le cas du Chili, elle a été très considérable. Par les chiffres, je sais que ces chiffres n'évoquent pas grand-chose pour des non-spécialistes, mais la commission de Gini, qui est la mesure la plus usuelle d'inégalité, elle a atteint le niveau au Chili de 0,55, 56 peut-être, au tournant du millénaire, aux alentours de la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, on est, je crois que les derniers chiffres que j'ai vus, on est à 0,44, 45.
En tout cas, ce que nous disent les enquêtes. On revient après sur la question de… Donc, la diminution a été très forte, et en fait, beaucoup plus forte au Chili que dans la plupart des autres pays latino-américains. Plus fort au Chili qu'au Brésil. Au Brésil, ça a diminué jusqu'à 2014 et ça s'est mis à remonter. Au Chili, ça continue, ou c'est plus ou moins stagnant depuis 7-8 ans. Mais le progrès a été… Je crois que ça, il faut vraiment y insister. Parce que quand tu parles de persistance, le 0,44, c'est encore très élevé. Si je prends les pays, les économies avancées, les économies de l'OCDE, puisque le Chili fait partie de l'OCDE, c'est la bonne comparaison. Le pays dans lequel l'inégalité est probablement la plus élevée, c'est les États-Unis, et le coefficient de Gini est à 0,37, 38. Donc, il est évident que le Chili est encore très au-delà, comme le Mexique. Et donc, il y a effectivement une inégalité forte. Mais dire que l'inégalité, qu'elle persiste, n'est pas complètement correct. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la baisse à laquelle on a assisté depuis le début des années 2000, grosso modo, sur les 15-20 dernières années? Je crois que, comme tu l'as dit, je ne crois pas que ce soit le prix des matières premières, c'est le fait que le prix des matières premières, durant les années 2000, ont été très élevés. Ça a généré une croissance économique rapide, très rapide, plus rapide. Donc, en période de croissance rapide, l'emploi fait beaucoup de progrès, les salaires progressent plus vite, et ça a un impact considérable sur l'inégalité, sur l'égalité plus exactement. En plus de ça, il y a le phénomène redistribution, qui est aussi un phénomène important. Le Chili a été un des pays phares en termes de redistribution avec le programme initial de Chile Solidario. J'ai oublié la nouvelle appellation du programme. Et ça joue certainement un rôle. Je pense que dans les travaux dont tu parlais tout à l'heure de Nora Lustig, si mes souhaits exacts, ils attribuent à peu près 20% de la diminution de l'inégalité à ces programmes de transfert en espèces conditionnels ou non conditionnels. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Et donc, une autre partie, c'est la croissance économique. Et une troisième partie qui est très importante, c'est l'évolution de la structure éducative de la population. Bon, ça va. Excuse-moi, il faut que je prenne un moment pour que ça se calme. Bon, ça c'est. Je vais peut-être parler un petit peu plus doucement. Donc, je disais, un troisième élément, c'est l'évolution de la structure éducative de la population. Au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'il y a eu une égalisation certainement de l'éducation mesurée, nombre d'années d'éducation, avec un plus grand nombre de gens qui terminent le secondaire et éventuellement qui vont à l'université. D'un côté, ça a rendu la distribution du capital éducatif égal dans la population, et en même temps, ça a contribué à diminuer l'avantage relatif des gens qui ont une éducation élevée. Donc, on constate par exemple que le rendement d'un diplôme universitaire a diminué au Chili, je pense, comme dans la plupart des pays latino-américains. On constatait très exactement l'inverse à la fin des années 90. Et c'est vraiment un phénomène qui est le résultat d'efforts qui se sont déployés sur les 20 ou 30 dernières années, parce que des efforts dans le domaine éducatif mettent énormément de temps à se traduire dans les chiffres d'inégalité, puisqu'il faut attendre que ces générations-là soient arrivées sur le marché du travail et donc on puisse voir l'impact sur leur rémunération.
Donc, voilà la question qui est aujourd'hui, est-ce que le degré d'inégalité est beaucoup plus élevé au Chili que dans d'autres pays de l'OCDE? Je crois qu'il y a un effet du passé, il y a un héritage du passé qui est considérable. Je regardais les chiffres d'inégalité des patrimoines. Le Chili est un des rares pays en Amérique latine qui a une enquête sur les patrimoines. L'équivalent je ne sais plus comment ça s'appelle dans le cas chilien, mais c'est l'équivalent aux États-Unis du Survey of Consumer Finance. Et là, il y a aussi des chiffres de comparatifs qui existent, qui sont donnés par les Nations Unies, qui correspondent à un gros travail de Jim Davis et Tony Rocks, et dans lequel on se rend effectivement l'égalité des droits qu'elle l'est dans les autres pays de l'OCDE. Il n'y a que les États-Unis qui sont au-dessus du Chili pratiquement. Si je me souviens bien, le coefficient de Gini de l'inégalité des patrimoines, y compris, c'est important, les retraites, est de l'ordre de 0,78, je crois, près de 0,8 au Chili, et 7,08 aux États-Unis. Dans les pays européens, on est plus aux alentours de 0,7. L'inégalité des patrimoines est évidemment beaucoup plus élevée que beaucoup plus élevée que l'inégalité des revenus. Donc, je crois que ça joue un rôle. Et puis, dernier point, c'est ce dont tu as parlé, qui est le fait qu'il y a certainement une sous-estimation de l'inégalité en un point du temps, dû au fait que ces enquêtes ne sont pas adaptées pour bien rendre compte des revenus des plus riches. Simplement parce qu'il y a une probabilité faible que les plus riches soient dans l'échantillon de ménages qu'il y a dans ces enquêtes. Deuxièmement, même si les plus riches y sont, il n'est pas du tout clair qu'ils aient répondu très sérieusement au questionnaire qui leur a été proposé, ou même qu'ils aient véritablement indiqué leur véritable niveau de revenu. Donc il y a un problème de ce point de vue-là, et le Chili ne fait pas exception. La vraie question, c'est de savoir si cette inégalité qui manque a changé au cours du temps. On a le même problème en France, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, les plus riches ne sont pas là. Aux États-Unis, on n'a pas Jeff Bezos et Mark Zuckerberg dans l'échantillon de le Current Population Survey. Donc, on a ce problème-là. Maintenant, la vraie question, c'est qu'on a des raisons de penser que l'inégalité-là augmente et qu'il y a une part de plus en plus grande qui va à ces très hauts revenus, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins constant et ces hauts revenus se comportent plus ou moins comme le revenu dans la population? Et ça, c'est basé, comme certains le font, sur les données fiscales. Il y a toute une équipe qui est justement à l'École d'économie de Paris qui fait ça, qui suit de très près les données fiscales et sur cette base-là essaye d'avoir des estimations. J'ai regardé avant notre entretien les estimations qui étaient données pour le Chili. La part des 10% les plus riches, d'après eux, elle est à peu près constante au cours du temps, d'après les données fiscales. Mais ce qui est très, très gênant, c'est que le chiffre qu'ils donnent pour la part des 50% les plus pauvres est complètement irréaliste. Donc, j'ai un petit peu de doute sur cette base de données. Mais en tout cas, quand on prend le haut de la distribution, on ne sent pas des différences majeures au cours du temps. Et il y a un autre élément, je pense, qu'on peut prendre en compte, données plus macroéconomiques, en essayant de regarder au fur et à mesure du temps comment évoluer la part des revenus du travail dans le produit intérieur brut et la part, j'allais dire du capital, mais c'est plutôt la part des revenus de la propriété. La part du capital dans les entreprises industrielles ou de services, mais c'est la rente terrienne, c'est location immobilière, toutes ces choses-là.
on sait que ces revenus-là, généralement, vont vers les plus riches. Donc, quand on regarde le partage complètement agrégé macroéconomique, son évolution nous dit des choses sur ce qui se passe au niveau des revenus des plus riches. Je pense que le Chili, comme l'Amérique latine, comme pratiquement l'ensemble du monde, une diminution séculaire lente de la part du travail à différents phénomènes. C'est dû certainement à la mondialisation et de plus en plus, on pense que c'est dû au progrès technique, enfin au progrès, aux changements techniques qui font qu'il y a effectivement une économie de travail et qui fait que, en même temps, il y a une polarisation du travail, c'est-à-dire il y a de plus en plus de demandes pour des professions à haute qualification et à haut niveau d'éducation. Il y a aussi une augmentation de la demande pour des occupations qui sont beaucoup plus orientées vers le contact avec les gens. Et puis, il y a au milieu de la distribution, il y a un peu une traditionnelle, ouvrière traditionnelle ou d'employés traditionnels ont tendance à diminuer. Je crois que le Chili, comme les autres pays, est soumis à cette évolution-là. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire. Je crois qu'il faut se méfier un peu des chiffres. J'ai commencé à citer ces coefficients de Gini. Peut-être que j'étais trop vite. Il faut se méfier un peu de ces données très précises. Pour moi, analyser l'inégalité, c'est analyser différents aspects qui sont observables avec différentes de données. Donc, on a des enquêtes d'un côté, on a les impôts de l'autre, on a les données macroéconomiques d'un troisième, on a éventuellement des distributions de salaires, je crois que c'est cet ensemble-là qu'il faut regarder et essayer de se faire une idée sur ce qui est en train de se passer en confrontant ces différentes sources et en voyant si elles vont dans la même direction, elles sont convergentes, ou si au contraire, il y a des différences. Mais il semble que la constatation qu'on peut faire dans le cas du Chili, c'est plutôt, sur les dernières années, c'est plutôt une constatation favorable. Alors je sais que c'est relativement contradictoire, mais je vais peut-être relaisser la parole, parce que, d'une certaine façon, la perception des inégalités, elle a augmenté. Et encore une fois, je pense que le Chili n'est pas une exception. C'est quelque chose qu'on observe partout, à peu près, même en Europe. C'est complètement vrai que les inégalités ont peut-être un peu augmenté, mais relativement peu. Et néanmoins, il y a un mécontentement, un sentiment d'inégalité croissante qui est très fort. Mais peut-être que j'ai déjà trop parlé, je te laisse la parole. Non, éventuellement, par exemple, je reviens sur ma question sur la persistance de ces inégalités. Éventuellement, c'est un problème d'anticipation, dans le sens que quand tu vois, par exemple, l'évolution du coefficient de Gini, M. Corrado Gini a dû demander une patente, comment on dit ça, une patent de son index, un brevet, oui, justement. Alors, mais en tout cas, si tu vois l'évolution de Gini des pays européens, il était avant la guerre, il était assez élevé. Donc, il y a eu une réduction des inégalités liées éventuellement, et c'est ça la question, éventuellement liée soit à la guerre, à la menace soviétique, mais il y a eu un changement que c'était assez vite. C'était pas, dans ce sens, je dis qu'il y a une certaine persistance. Alors, éventuellement, comme il n'y a pas de guerre, et on ne veut pas avoir de guerre, certainement, éventuellement, il faut s'attendre à une certaine diminution beaucoup plus lente des inégalités au Chili ou en Amérique latine en général, vis-à-vis la réduction des inégalités européennes des années 30-40. Mais non, sur celle que ta remarque est tout à fait judicieuse et c'est une question que je me suis souvent posée. Je crois que la différence entre l'Europe continentale, peut-être plutôt que l'ensemble de l'Europe, je crois que oui, plutôt l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Ce qui s'est passé, c'est suivant. Premièrement, il y a eu la crise des années 30
qui a finalement débouché sur la guerre. Et un peu avant la guerre, il y avait déjà eu, pour beaucoup de gouvernements, la réalisation que l'inégalité était trop forte, pression même politique de la gauche et d'une gauche révolutionnaire était forte et il fallait euh, commencer à redistribuer de façon sensible, significative. Ça avait commencé il y a très longtemps. Hein. Les premières mesures sociales, entre guillemets, remontent tout de même à Bismarck au XIXe siècle, qui avait Exactement, bien ouais. senti que la pression du prolétariat était telle qu'il fallait essayer d'améliorer le sort des ouvriers, et ça avait commencé à ce moment-là. Les choses se sont accélérées après la crise des années 30. En particulier, dans le cas de la France, il y a eu le fameux gouvernement de Front populaire, qui était tout de même la gauche qui arrivait au pouvoir pour la première fois depuis très longtemps. Et mesures considérables, beaucoup des dominantes du système de sécurité sociale français ou d'assistance sociale français remontent au Front populaire. Il y a ensuite eu la guerre, et à la fin de la guerre, la plupart des gouvernements ont effectivement appuyé sur ce type de réforme. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Le progrès n'a pas été uniquement à mieux redistribuer. Le progrès il a aussi été dans la distribution avant redistribution des revenus dits primaires. Simplement, ce qu'il faut réaliser, que 45 et 75, on a eu 30 années de croissance sans discontinuer, à des taux de 4 ou 5% tous les ans, avec une population qui croissait, mais pas tellement. Et quand j'essaie de comparer à l'Amérique latine, en fait, ces 30 années de croissance rapide ont permis, grosso modo, d'éliminer le secteur informel de l'économie. Ça a permis d'éliminer le secteur rural. On a eu une migration en masse du secteur agricole vers les villes, des emplois agricoles vers les emplois industriels, et puis ensuite vers des emplois de services. Et ça a énormément contribué à une diminution des inégalités. Dans le cas de la France, par exemple, je pense que quand on compare l'après-guerre avec les années 80, je dirais que pratiquement la moitié de la diminution de l'inégalité est due à cette transformation de la structure de l'économie. Et cette formalisation, hein, le fait qu'on avait des gens qui passaient d'un statut d'indépendant, de e-commerçants, d'artisans, travaillant au jour le jour, de paysans avec des petites exploitations, tous ces gens-là s'intégrant dans une force de travail, dans une main-d'œuvre complètement formalisée, bénéficiant de l'assistance sociale, bénéficiant du système de retraite, bénéficiant de l'assurance maladie, bénéficiant de l'assurance contre les accidents du travail, bénéficiant de l'assurance chômage, le progrès a été absolument considérable. Et d'une certaine façon, ce qui manque à l'Amérique latine, c'est ça. Je pense, c'est de ne pas avoir eu une période suffisamment longue dans laquelle il y avait une sorte de certitude sur le fait que la croissance allait continuer. Dans beaucoup de pays, la crise à laquelle on est confronté aujourd'hui en Europe est due au fait qu'on a vécu trop longtemps sur l'idée que ce qui s'était passé dans ces 30 années, c'était le normal, c'était le régime normal. Et que ce qui était anormal, c'était la crise qui a commencé avec le boom pétrolier de 75 et puis 79, et puis finalement, on n'a jamais fini. Mais c'est uniquement aujourd'hui qu'on est en train de se rendre compte que le normal, c'est là où on est aujourd'hui. Ça n'est pas les 30 années de croissance vertigineuse, en partie liée à la reconstruction, durant lesquelles on a constaté
aujourd'hui, mais en même temps, pose des problèmes parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse maintenir un système de ce type-là. Je crois que c'est ça l'énorme différence qu'on peut faire, à mon avis, entre l'histoire européenne et l'histoire latino-américaine. Et je crois que cette histoire de formalisation, informalisation, c'est-à-dire formel-informel, est vraiment quelque chose de considérable. Alors, je ne sais pas du tout, de ce point de vue-là, où en est l'évolution au Chili. Il y a des choses qui sont remarquables. On prend un pays comme le Mexique, dans lequel j'ai étudié un peu ce problème-là. Le secteur formel et informel continue à représenter 50% de l'ensemble de l'emploi depuis 30 ans. Ça n'a pas bougé. Le Brésil a un secteur formel qui est à peu près la même taille. Dans les années 2000, avec la croissance qui s'accélère, le secteur informel diminue et tout le monde crie au miracle, et ça fait partie de la diminution de l'inégalité au Brésil durant ces années-là. 2015 arrive, on est de nouveau dans une période de récession ou de croissance économique très faible, le secteur informel recommence à augmenter. Je crois que là, il y a quelque chose de vraiment fondamental dans les structures de l'économie et dans ce que tu appelles persistance. Je crois que ça, c'est un élément important. Ouais. Alors, tu as mentionné deux sortes de facteurs, soi-disant, pour utiliser un bon des décennies 70, 60-70, soi-disant structurels. Alors, une, c'est la structure productive. Donc, tu as parlé de cette migration du secteur agricole vers le secteur industriel en France. Et un pays comme le Chili, le problème qu'il a, c'est que il n'y a pas de secteur industriel important. À l'époque où tu étais ici, il y avait, parce que c'était une économie très fermée, mais on ne sait pas qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avoir accès, par exemple, à toutes les technologies qu'on en a besoin, parce que tout simplement, on ne le produit pas. Donc, il faut avoir vraiment une économie ouverte. Alors, ça nous pose le problème, c'est que c'est une économie très concentrée dans l'exploitation de ressources naturelles. Et donc, il n'y a pas vraiment d'industrialisation. Et donc, une question, c'est, d'après toi, combien du soi-disant le problème ou les caractéristiques des inégalités au Chili est probablement lié à une structure productive qui n'arrive pas à évoluer si vite. Elle a changé parce qu'à l'époque où tu étais ici, par exemple, le cuivre représentait, je ne sais pas très bien dans les années 70, mais au moins dans les années 60. Dans les années 70, il était 80% des exportations. Et aujourd'hui, ce nombre a beaucoup réduit. Aujourd'hui, c'est 50 et quelques. Et donc, il y a toujours un problème là. Et est-ce que tu penses que la structure productive, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre un petit peu dans la juguera, on dit au Chili, dans le mix? Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, c'est caillou. Tu m'entends là? Oui. Ouais. Bon, j'ai changé de place parce que j'ai l'impression que j'étais à la bonne distance du. Non, toujours pas. Oh, maintenant, ça va, ouais. Ça va, tu m'entends là? Bon. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Mais pas suffisamment. Donc là, ça devrait aller un petit peu mieux ici. Oui, alors, Okay. donc tu disais, oui, j'ai bien compris. Effectivement, tu insistais sur le fait que dans le cas européen, il y avait effectivement une industrialisation qui était déjà forte. Et durant ces 30 années, la façon dont cette main-d'œuvre qui était plus ou moins en surplus a pu être intégrée dans l'économie, c'est surtout à travers le secteur industriel. Et à une époque où le secteur industriel était très intensif en travail. Exactement, oui. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de l'industrialisation, de réindustrialiser l'Europe, en dehors de l'Allemagne qui n'a pas besoin d'être réindustrialisée, on parle du produit intérieur, on ne parle pas de l'emploi. On sait très très bien que l'emploi
la productivité, le gain de productivité est tel qu'on emploie de moins en moins de gens. Donc c'est vrai que ça, c'est un handicap pour les économies latino-américaines, et je pense que le handicap, tu as raison d'insister sur le commerce extérieur et l'ouverture du commerce extérieur. Et le Chili est tout de même un des grands exemples d'ouverture au commerce extérieur, d'une ouverture volontaire au commerce extérieur. L'un des autres problèmes, c'est la concurrence asiatique. Bien Qui sûr. fait qu'il y a toute une série d'activités industrielles qui étaient tout à fait possibles dans le cadre latino-américain et qui finalement ont été exportées vers l'Asie. Et il y a relativement peu de chances que ceci revienne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut faire avec d'autres secteurs. Quand tu parles de ressources naturelles, effectivement, dans le cas du Chili, si la ressource naturelle à laquelle on pense, c'est le cuivre, effectivement, la création d'emplois à partir du cuivre n'est pas considérable. Il y a d'autres secteurs qui sont un peu plus intensifs en travail. On est... Maintenant, il y a des emplois. François, on te... Le fait que le Chili ait développé cette culture piscicole est tout de même quelque chose de remarquable. Le vin chilien, de nouveau, c'est des avancées remarquables. Alors maintenant, est-ce que ça demande ou ça offre suffisamment d'emplois? Oui, c'est pas sûr. Et je crois aussi qu'il y a un problème probablement d'adéquation de la main-d'œuvre disponible aux emplois disponibles. Dans n'importe quel pays, l'emploi, enfin, je crois relativement peu au chômage en tant que tel dans beaucoup d'économies en développement, dans la mesure où forcé qui fait que lorsque quelqu'un perd son emploi, il a quelque chose sur lequel il peut vivre pendant un certain temps. Mais ce n'est pas une allocation qui permet à des gens sans emploi de vivre pendant relativement longtemps. Dans ces conditions-là, le problème est le type d'emploi qui manque. C'est le type d'emploi formel qui manque. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas une question à se poser sur les incitations qui existent à l'informalité dans le système fiscal, dans le système de prestations sociales, de cotisations sociales, etc. Est-ce que le coût de la formalité n'est pas trop élevé? Et dans ces conditions-là, on permet ou on laisse se développer des petites unités de production qui sont faiblement productives, donc qui ne payent pas des salaires très élevés, et en même temps sont des emplois qui sont complètement isolés par rapport à des emplois, n'ont pas je les profite, mêmes je, avantages. je profite pour te faire une question là-dessus parce que ici, tu sais, on a un système de pension qui est très, il est très basé sur la capitalisation individuelle. On a les fonds de pension. Et donc, à propos du coût d'informalité, c'est drôle parce que les travailleurs indépendants, jusqu'à très peu de temps, ils n'étaient pas forcés de contribuer. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, d'après la droite, étant donné qu'il y avait une propriété sur ces fonds, sur cette épargne, et ce n'était pas exactement un impôt. Donc, d'une certaine façon, n'était pas considéré comme un coût de la formalisation. Ce qui est bizarre parce que quand même,
il y a un tiers de la force de travail chilienne qui est justement indépendant et qui n'est pas formalisé dans le sens qu'il ne contribue pas à la sécurité sociale. Donc, c'est quand même bizarre. Je pense qu'il y a un coût de la formalité que c'est élevé parce que c'est quand même un 10% du salaire qu'il faut mettre dans le fonds de pension et plus les autres assurances et maladie, l'assurance comment dire, des survivants, de survie et tout ça. Donc, je pense que là, il y a un problème. Mais j'ai l'impression que ce sont des coûts qui ont, d'une certaine façon, sont impossibles de nier. C'est-à-dire, c'est un coût. Le problème, c'est que les gens doivent, d'une certaine façon, percevoir qu'il y a des bénéfices associés à ces coûts qu'ils payent. Non? Parce que quand même, on ne peut pas nier qu'il faut Oui, contribuer. mais non, non, mais on est d'accord sur le fait qu'il y a alors on parle souvent de revenus différés. C'est-à-dire que je paye aujourd'hui 10%, mais c'est pour avoir un revenu dans le futur. Malheureusement, le taux de préférence pour le présent de la plupart des gens est très fort. Et donc, les gens ne voient pas ce qui va se passer 20 ans, 30 ans plus tard. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ce n'est pas le problème de la capitalisation. Le problème C'est partout. dans les modèles de répartition, c'est exactement la même chose. Quand on dit aux gens, oui, vous contribuez tant, c'est pas vrai de dire je donne de l'argent aux gens qui sont retraités aujourd'hui. Non, je me donne de l'argent pour le moment où je serai retraité. Non, mais ma question est le coût de la formalité, c'est aux alentours de, aujourd'hui au Chili, c'est aux alentours de 20% du salaire. Hein, et en France, c'est plus large que ça, mais au Chili, c'est au moins 20%. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand même, c'est un coût réel. On peut pas donner de bénéfices sans qu'il y ait un paiement. Donc, quand tu parles du coût de la formalisation, tu fais référence à cette partie-là ou à d'autres éléments de la formalité? Non, 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 je fais surtout référence à cette partie-là, plus une autre partie, qui est éventuellement le fait que j'échappe à des contrôles administratifs, Ça, c'est vrai. que je ne paye pas de TVA ou j'essaye d'échapper à la TVA, je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et donc, il y a toute une partie de mon activité qui échappe au contrôle administratif, et c'est ça le point que je voulais faire, c'est que quand je parlais tout à l'heure de l'expérience européenne, en même temps qu'il y a cette croissance rapide, il y a en même temps un développement d'un appareil administratif qui est extrêmement performant. Il y a une bureaucratie qui est extrêmement performante et qui fait que tout le monde est contrôlé. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont des indépendants. Il y a beaucoup. Même, on a un statut que l'on appelle le statut de auto-entrepreneur, qui fait que n'importe qui peut se déclarer demain indépendant. Mais si tu as ce statut d'entrepreneur, tu es néanmoins obligé, tous les 3 mois, de faire une déclaration pour la TVA, de faire une déclaration de ce que tu as gagné. Il y a un système administratif qui est beaucoup plus simple que pour une entreprise standard. Tu n'as pas à remplir une comptabilité très compliquée, mais le contrôle est là. Et si tu ne le fais pas, d'une façon ou d'une autre, il y aura des problèmes. À un moment, il y a des choses, par exemple, si on prend le cas de la TVA. La TVA, c'est un impôt qui est formidablement intéressant dans la mesure où tu as un crédit d'impôt qui est la TVA que tu as payé sur tous les inputs que tu as pu avoir, ou sur le matériel d'équipement que tu as pu acheter. Et si tu ne fais pas une déclaration de TVA, tu n'as pas le droit à ce crédit d'impôt. Et donc, il y a une incitation à se formaliser, et simplement parce qu'on va économiser sur le prix des inputs que l'on a. Ce genre de choses, ça demande d'une part une administration qui couvre extrêmement large, et deuxièmement, ça implique de trouver des incitations pour les petites entreprises pour se déclarer,
ou ça implique d'exercer une discipline beaucoup plus forte. Mais encore, faut-il avoir la capacité. Oui. Et je Au crois que Chili c'est un des aujourd'hui, problèmes que l'on trouve en Amérique latine. au Chili, aujourd'hui, le taux d'informalité, d'emploi informel, selon le INE, Instituto Nacional de Estadística, est autour de 25%. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas trop, hein, oui. Donc, Non, c'est pas trop, non, c'est bien, oui. Non, c'est beaucoup mieux que la plupart des autres. Mais c'est en même temps ce qu'on peut attendre du fait que, au cours du temps, depuis une trentaine d'années, le Chili a cru beaucoup plus vite que les autres ouais. pays. Donc, c'est modernisé dans ce sens-là, administratif, beaucoup plus que les autres. Mais Alors, François, ça reste important. oui, j'aimerais bien te poser 3 questions encore. Donc, comme on a 1 heure, donc j'aimerais bien si on peut essayer de trouver des réponses plus précises, des questions plus précises et des réponses plus précises. Un, c'est le rôle de l'emploi de femmes. Parce que l'emploi féminin, au Chili, avait un taux de participation de femmes qui était très faible. Et c'était l'un des plus faibles en Amérique latine. Il a beaucoup cru dans les dernières années. Et certainement, c'est un emploi qui punisse plus la population la plus pauvre. Donc, les taux de participation de femmes du premier quintile, c'est très faible comparé au taux de participation de femmes du quintile. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour, donner au taux de participation de femmes des avantages différents pour que les femmes, surtout du premier et deuxième quintile, puissent s'intégrer au marché du travail. Et je profite de lier ça à l'État-providence, parce qu'il y a certainement de raisons comment on dit, de cuidado familiar, de, de protection des enfants. Les femmes prennent normalement la charge la plus dure de, de garde des enfants, voilà, c'est ça le mot, de garde des enfants, de garde des gens d'âge élevé. Et comment penses-tu qu'on pourrait mélanger l'État, une partie de l'État-providence avec des incitations pour les femmes de premier, deuxième quintile qui puissent avoir un job formel? Là, je crois Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'il faut... je crois qu'on rejoint une des questions ou un point que tu signalais au tout début, qui est les inégalités territoriales et le fait que tu as des communautés dans lesquelles il y a relativement peu de services publics et puis des communautés dans lesquelles il y en a plus. Et c'est une dimension d'inégalité qui est très forte. Et évidemment, on constate que ce sont les communautés à bas revenus dans lesquelles il y a le moins de services publics. Donc on a une sorte d'exacerbation des inégalités initiales à travers la ségrégation géographique, d'une certaine façon. Et dans les services publics, j'inclurais la garde d'enfants, ce qu'on appelle, alors ça a différents noms dans différents pays, ça peut être les nurseries, ça peut être les crèches, ça a différents noms, mais le point essentiel est, dans le cas européen, l'un des facteurs qui a énormément joué, il y a 2 facteurs qui ont énormément joué pour l'augmentation de la participation féminine. Il y a d'un côté la mise à disposition de crèches publiques, subventionnées, éventuellement avec le coût de la crèche dépendant du niveau de revenu des parents. Donc on a une subvention au bas revenu à travers la crèche. Deuxièmement, les écoles maternelles, donc avant l'école primaire. Ce qui fait que finalement, il est possible à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, en fait, d'avoir des enfants qui sont pris en charge. Alors, on recommence avec la question sur le problème de l'emploi féminin
et le lien entre l'emploi féminin et l'État-providence, quoi. Oui, alors ce que je disais, c'était que quand je regarde la façon dont se sont passées les choses, l'évolution dans les pays européens avec cette énorme croissance de la participation féminine depuis 30 ans à peu près, ou plus, peut-être plus, l'infrastructure publique de garde des enfants a joué un rôle absolument clé. Donc création de crèches pour les enfants en très bas âge, les maternelles qui sont pour les enfants en pré-primaire, donc jusqu'à 6 ans, de 2 à 6 ans, et ensuite c'est l'école primaire. Donc ce sont des structures publiques. Alors dans certains pays, c'est complètement subventionné. Le cas de la Suède, par exemple, c'est complètement subventionné. Dans d'autres pays, il y a un coût à payer pour la crèche, mais le prix à payer dépend du niveau de revenu de la famille. Donc, il y a une subvention qui peut être totale, qui peut être partielle, donnée par l'État pour ça. Et ça a énormément influé sur la participation féminine. Je me souviens qu'à une époque, quand on comparait l'Allemagne et la France, l'Allemagne avait relativement peu de ces structures-là. Elle était beaucoup plus traditionnelle dans les femmes s'occupent de la garde des enfants. Et la participation féminine n'était pas beaucoup moins importante, mais elle était essentiellement à temps partiel. Alors qu'en France, on avait une participation féminine qui était un petit peu plus élevée, et qui surtout était la plupart du temps à temps complet. Et ça fait une différence qui est importante du point de vue des revenus. Et ce que je disais avant d'être coupé, c'est aussi le fait que la disponibilité de crèches, de maternelles, dépend beaucoup des territoires, dépend des communautés. Il y a des parties dans les villes, des quartiers, des zones dans lesquelles la disponibilité de crèches est très limitée. Parce que il n'y avait pas suffisamment de moyens, parce que c'est compliqué. Ce n'est pas l'État central qui a la responsabilité de ça, ce sont les États locaux, les gouvernements locaux. Et les gouvernements locaux, ils ont des arbitrages à faire en termes de leur budget. Et donc, comme leur budget est limité, ils préfèrent dans certains cas construire d'autres infrastructures plutôt que des crèches. Donc tout ça joue un rôle, et comme les municipalités les plus pauvres ont le moins de moyens, du fait qu'elles récupèrent moins d'impôts ou de revenus à travers la fiscalité locale, c'est là qu'on trouve effectivement le moins de crèches. Donc il y a une sorte de cercle vicieux de la pauvreté là, qui rejoint ce que tu disais au tout début quand tu parlais de ta propre circonscription, la circonscription dans laquelle tu te trouves, qui est que les gens sont pauvres, mais parce qu'ils sont pauvres, finalement, ils ont beaucoup moins d'infrastructures. Et en ayant moins d'infrastructures, ça les empêche d'avoir des opportunités d'augmenter leur revenu. Donc, on a vraiment un cercle vicieux qui est très important. Et je crois que quand tu disais au tout début qu'il fallait prendre en compte la partie non monétaire de l'inégalité, tu as absolument raison. Ça joue un rôle primordial. Et je crois qu'aujourd'hui, la perception que dans beaucoup de pays on a de l'inégalité, elle est plus non monétaire que monétaire. Donc voilà, je crois, ce qu'on peut dire sur Alors, François, l'État-providence et la participation féminine. quand tu vois encore, on revient sur Gini. Quand on regarde le Gini selon l'OCDE, il y a le Gini avant l'action de l'État, des impôts et des dépenses, et après. Et le Chili, c'était remarquable parce que d'après l'OCDE, avant l'action de l'État, le Gini chilien n'est pas très, très différent du Gini britannique ou même l'allemand. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Mais c'est la différence, c'est après l'action de l'État. Donc la question est jusqu'à quel point, en fait, il faut trouver un équilibre, une façon d'introduire une fiscalité efficace
et un certain niveau de redistribution par les dépenses que puisse vraiment faire la différence, là. Qu'est-ce que tu Alors, en penses? écoute, la comparaison que tu viens de faire, elle est correcte quand on regarde les chiffres, mais il y a un problème de fond. La comparabilité de ces chiffres n'est pas avérée. Et le problème vient précisément d'un point que tu faisais auparavant, ça vient des retraites. Quand tu prends les pays de l'OCDE, et c'était un sujet de débat avec les gens de l'OCDE que j'ai depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et pour une raison que je comprends mal, ils n'ont jamais voulu changer les choses. Pour eux, quand on est dans un pays dans lequel il y a un système de retraite par répartition, la retraite est considérée comme un transfert de la part de l'État. D'accord? Donc, je prends le système de sécurité sociale aux États-Unis, donc toute la partie du système de retraite qui n'est pas par capitalisation, qui est par pure répartition. L'OCDE considère que lorsque une personne reçoit une retraite de la Social Security, c'est un transfert que fait l'État. Dans le cas de la France, dans lequel tout le système de retraite est par répartition, l'OCDE considère que les retraités, avant intervention de l'État, ont zéro, pas de revenus. Alors évidemment, l'inégalité avant impôts et transferts est considérable et l'impact de l'intervention de l'État est gigantesque. Mais si jamais tu disais non, attention, on va considérer que les retraites sont comme au Chili, un revenu d'un capital qui a été accumulé au cours du temps, et donc ça n'est plus un transfert de l'État, c'est simplement le rendement du capital, les choses changent complètement. Donc, ta remarque est très correcte, mais je dirais que la différence vient de l'intervention de l'État, surtout vient du fait que les pensions par répartition sont considérées comme un transfert. Alors évidemment, ça donne un rôle absolument considérable à l'État. Et c'est pour ça que quand on compare l'Angleterre, dans lequel la capitalisation est plus importante que dans l'Europe continentale, on a toujours des problèmes. Okay. Alors, donc, dernière question, François, et on te laisse tranquille en cet après-midi français. Et le rôle de la négociation collective, le pouvoir des syndicats, quelle est ta réflexion concernant les inégalités? Alors, je pense que alors ça dépend de quel type d'inégalité on parle. Évidemment que ça joue un rôle. Évidemment que ça joue un rôle, mais je dirais que ça joue un rôle plutôt macroéconomique. Quand je parlais tout à l'heure de la part des revenus du travail dans le produit intérieur, c'est là que ça se joue. Maintenant, si on parle des inégalités de salaire entre salariés, je ne suis pas sûr que ça joue un rôle aussi important. Mais attends, je vais probablement amener quelques nuances dans cet argument. Donc, de ce point de vue-là, ça joue un rôle en termes de répartition, capital-travail, et oui, on peut dire que la diminution de la part du travail dans le produit intérieur de la plupart des économies avancées ces dernières années est en partie explicable par une diminution du pouvoir syndical et la négociation syndicale. N'oubliez pas aussi que la désinflation a joué un rôle considérable. Le mouvement syndical a commencé à s'essouffler dans les économies avancées en liaison avec la diminution de l'inflation, parce qu'on avait beaucoup moins besoin de négocier collectivement. Quand on avait une inflation très forte, il était important que l'ensemble des salariés ne perdent pas en termes de salaire réel, et donc la négociation collective était l'intérêt de tous les salariés.
lorsque l'inflation est très faible, l'intérêt d'un salarié, c'est plutôt d'obtenir une augmentation pour lui plutôt que pour l'ensemble des salariés. Donc, les conditions ont pas mal changé. Mais là où je voudrais amener une grande nuance, c'est qu'on constate depuis maintenant plusieurs années qu'il y a une différence dans les disparités salariales. On constate qu'une augmentation, on constate une énorme augmentation entre les salaires payés par les grandes entreprises et les salaires payés par les entreprises moyennes. Ça a été particulièrement mis en évidence dans le cas des États-Unis, dans lequel il y a ce qu'on appelle les entreprises superstars. Je ne parle pas uniquement de Google et Amazon, etc. Dans chaque secteur, quand on prend la concentration de l'activité économique, de la production dans un secteur, on constate que la concentration a beaucoup augmenté, que dans la plupart des secteurs, il y a 2 ou 3 entreprises qui sont les stars du secteur. Et on regarde les salaires payés par ces entreprises particulièrement productives, particulièrement dynamiques, les salaires sont beaucoup plus élevés que les salaires payés par les autres entreprises. Et c'est un écart, une disparité qui est un peu nouvelle. Auparavant, on constatait à l'intérieur d'un secteur une disparité qui était entre les salariés. Il y avait les salariés très qualifiés étaient beaucoup mieux payés que les moins qualifiés, et ça pouvait dépendre du secteur, mais la taille de l'entreprise jouait un rôle relativement important. Alors, qu'est-ce qui est derrière ce phénomène des grandes entreprises, des entreprises superstars qui payent les gens beaucoup mieux? Est-ce que c'est une productivité beaucoup plus forte et la volonté de la part des employeurs d'associer les employés à les progrès de l'entreprise? Est-ce que c'est dans ces entreprises beaucoup plus dynamiques, il y a une présence plus forte du pouvoir syndical et donc une négociation à l'intérieur de l'entreprise qui est d'une nature complètement différente que dans les petites entreprises? Ça, je ne sais pas. Et ça dépend aussi un peu de la structure syndicale. Est-ce qu'on a des syndicats qui sont centralisés au niveau national? Est-ce qu'on a des syndicats qui sont au niveau sectoriel? Est-ce qu'on a des syndicats à l'intérieur des entreprises? Mais c'est un phénomène qu'on a constaté aux États-Unis de façon très évidente et qu'on constate à l'heure actuelle. Il y a pas mal d'études en Allemagne, en Angleterre, sur ce phénomène. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montrerait qu'il y a une différence. On parlait tout à l'heure de formel-informel. On revient à quelque chose de ce type-là. On revient à l'intérieur de ces secteurs productifs à une sorte de différenciation des entreprises. On a les entreprises super dynamiques, super productives, qui sont capables d'exporter, qui sont capables de résister à la concurrence étrangère. Et puis, on a des entreprises qui sont plutôt sur le secteur national, qui souvent sont dans des secteurs un peu protégés, qui sont beaucoup moins productives, et à cause de ça, payent des salaires qui sont plus faibles, et éventuellement ne permettent pas, parce qu'elles sont plus petites, aux employés de s'organiser correctement. Ce problème de la négociation est un problème qui, pour l'instant, n'est pas très, très bien analysé. La chose qui est certaine, c'est qu'on est sorti de la négociation collective dans laquelle tout un secteur négocie pour la totalité des employés dans l'ensemble du secteur. Ça, c'est vrai même en Allemagne. On constate que, alors qu'il y avait une négociation qui était très forte au niveau sectoriel en Allemagne, on constate de nouveau que les grandes entreprises, dans le secteur automobile, c'est complètement évident, payent les gens beaucoup mieux à tous les niveaux. N'importe quelle occupation, on les paye beaucoup mieux que des secteurs qui sont des producteurs d'intrants du secteur automobile, d'équipements, de pièces dans le secteur automobile. Voilà, je crois ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, cher François, alors on a passé l'heure qu'on avait convenue. Je te remercie énormément. Je pense que ça a été très riche
cette conversation, ça va beaucoup nous aider, je crois, à avoir une vision objective, différente des enjeux que nous avons aujourd'hui au Chili. Et à toutes les gens de la circonscription, et à tous les Chiliens en fait, si vous voulez lire, ça c'est le dernier The Globalization of Inequality, François Bourguignon, vous pouvez l'acheter si vous en avez besoin. Et c'est sur Amazon. Et je profite encore de te remercier, François. J'ai beaucoup appris avec toi. François était mon prof, mon directeur de thèse, le président du jury de mon doctorat. Donc, je vraiment te remercie de ton amitié et de tes connaissances. Mira, muchas gracias para eso, para la conversación, para la charla. Fue un placer y realmente yo pienso que Chile ha progresado muchísimo en las últimas décadas y espero que eso va a seguir. Y buena suerte para la elección y buena suerte para esa asamblea constituyente, que me parece un paso realmente enorme de Chile, un paso histórico de Chile en los años que vienen. Entonces, buena suerte y seguramente voy a seguir todo eso de muy cerca. Gracias, Guillermo, y gracias a todos. Muchas gracias. Te tendremos informado, François. Muchas Ok, gracias. muy bien. Que Ok, estés muy chao, bien. chao.